en hommage aux soldats et aux marins connus et inconnus qui ont combattu lors de la Grande Guerre et aux caméramans connus et inconnus dont le travail a permis la réalisation de ce film. En 1914, le monde entre en guerre. Toute une génération s'y était préparée. À l'aube du XXe siècle, les caméras font leur apparition à Berlin. L'un des premiers films représente le prince von Bismarck, exhortant les Allemands à adopter une politique de fer et de sang. Pendant ce temps-là, au château de Windsor, un jeune homme à fière allure, le futur prince de Galles, recrute son armée. Ses deux fidèles acolytes ne sont autres que son frère Albert et sa sœur Mary. À Moscou, le tsar de Russie, bien qu'étant à la tête d'une puissante armée, ne se préoccupe guère de ses soldats. Ses pensées sont tournées vers son fils invalide et il prie Dieu de le guérir. De son côté, l'Allemagne construit une puissante machine de guerre, mais on prétend que le Kaiser allemand a bon cœur. Il visite un orphelinat. C'est probablement le lot de tous les empereurs d'être critiqués et de vouloir soigner les apparences. Le voici qui pose au milieu de ses pauvres petits-enfants. Dans l'Amérique impérialiste, le président prône un discours modéré tout en préconisant la politique du bâton. Voici un tableau d'ensemble des différents pays à la veille de la guerre. En 1911, George V accède au trône britannique. Il est considéré comme un vrai gentleman dans ce monde qui périra bientôt sous les flammes et le grondement des canons. La reine Mary se rend au palais de Buckingham. À Vienne, le vieil homme le plus triste d'Europe, l'empereur François-Joseph d'Autriche, marche d'un pas chancelant. La malédiction plane sur la famille des Habsbourg, victime à plusieurs reprises de morts tragiques. L'héritier du trône austro-hongrois est l'archiduc François-Ferdinand, ici présent au mariage de l'archiduc Charles et de la princesse Zita. La femme de François-Ferdinand, la duchesse de Hohenberg, se tient aux côtés de l'empereur. Mais revenons au mariage. En 1912, la guerre des Balkans présage une guerre de plus grande ampleur. L'Allemagne met au point une grande puissance navale et militaire. Wilson devient président. Les pays des Balkans ont connu une histoire tumultueuse, marquée par une longue succession de guerres. Voici le roi Ferdinand de Bulgarie, surnommé le renard des Balkans. Depuis plusieurs siècles, son pays se trouve sous domination ottomane. Lors de la guerre turco-balkanique, ses généraux capturent des prisonniers turcs. Le roi Nicolas du Monténégro. De pareils rois ont régné dans l'histoire, mais ils ont été oubliés. L'Italie forme une alliance avec l'Allemagne et l'Autriche. Elle construit des cuirassés, laissant au roi et à la reine le soin de les inaugurer. Le jeune Alfonso d'Espagne, quant à lui, ne peut prévoir l'avenir. Les Allemands et leur slogan « Gott mit uns », Dieu avec nous, leur mouvement « Sturm und Drang » et leur politique expansionniste du Drang nach Osten.
Le prince héritier a revêtu son uniforme préféré. Au beau milieu de cette période instable d'avant-guerre, les États-Unis élisent Woodrow Wilson président et se permettent de légères réformes. Lors du discours inaugural de Wilson, tous les grands noms de l'histoire américaine se trouvent présents. William Howard Taft, le vicomte Bryce, l'ambassadeur britannique, le comte von Bernstorff, l'ambassadeur allemand, Uncle Joe Cannon, Charles Evans Hughes et William Jennings Bryan. Wilson déclare alors « Ce n'est pas un jour de victoire. C'est un jour de consécration. Ici se trouvent rassemblées non pas les forces d'un parti, mais les forces de l'humanité. » Le Kaiser allemand, rêvant d'accéder à la gloire par les armes, dédie un monument de Leipzig à la mémoire de ses anciens compatriotes, un siècle après leur victoire sur Napoléon lors de la bataille des Nations. Pour cette cérémonie solennelle, le Kaiser est suivi de 3 rois allemands, le roi de Saxe, le roi de Wurtemberg et le roi de Bavière. Les Allemands ont achevé la construction du canal de Kiel. Ils peuvent ainsi y abriter leur flotte de haute mer en attendant que leur commandant donne l'assaut. Les navires allemands manœuvrent dans les eaux froides de la mer du Nord. Les hommes sont prêts au combat. Leurs officiers boivent à leur réussite. Les fils du Kaiser, le prince héritier Eitel Friedrich et Joachim, servent également dans l'armée. Le commandant des forces allemandes est infatigable. Il passe en revue ses troupes. Son cousin, l'archiduc François-Ferdinand, héritier du trône austro-hongrois, détient une partie de cette puissance militaire teutonique. Les 2 Césars, François-Ferdinand et le Kaiser, chassent ensemble et parlent du temps où leurs ancêtres remportaient de nombreuses victoires en unissant leurs forces. Ce sera leur dernière rencontre. Assassinat de François-Ferdinand. L'Autriche déclare la guerre à la Serbie. La Russie se mobilise contre l'Autriche. L'Allemagne déclare la guerre à la Russie, puis à la France. L'Angleterre déclare la guerre aux pouvoirs centraux. L'héritier du trône d'Autriche et sa femme assassinés par un jeune bosniaque. Ce cercueil noir transporte les corps de François Ferdinand et de sa femme à Vienne.
L'Autriche et la Serbie prêtent pour la guerre. La Russie met en garde l'Allemagne. Le tsar soutient la Serbie. Le tsar s'attend à une déclaration de guerre. Le Kaiser décrète l'état de guerre. Le tsar s'attend à une déclaration de guerre. Le Kaiser décrète l'état de guerre. À Berlin, les Allemands pensent que l'heure de gloire est proche. Les forces armées du tsar se rassemblent sur les frontières de l'Est. Le tsar de Russie mobilise ses troupes et avec son oncle, le grand-duc Nicolas, l'homme à la moustache blanche, passe en revue son armée. 10 millions d'hommes devraient suffire à écraser les Allemands. Le Kaiser et le roi de Wurtemberg sont prêts à balayer l'ennemi sur les champs de bataille avec le soutien des autres rois allemands. Tous ces hommes partiront pour Moscou, Paris, Londres. Le prince héritier commandera son armée. Von Mackensen se battra contre les Roumains. Ces soldats défilent devant leur empereur et son fils. Les Français, encore marqués et échaudés par leur défaite de 1871, savent qu'en dépit de l'atrocité de la guerre, il est de leur devoir de partir au combat. Le président français, Raymond Poincaré, et le général Joffre regardent les troupes en marche. Le Kaiser, quant à lui, se tient sur le bord d'une route et témoigne des signes de sympathie à ses hommes. En France, comme en Allemagne, tout le monde pense que la guerre sera facilement gagnée et par conséquent de courte durée. Ainsi, des deux côtés du Rhin, les hommes partent pour le front, la fleur au fusil. L'Autriche déclare la guerre à la Serbie. La Grande-Bretagne déclare la guerre à l'Allemagne. Nous nous battons pour une cause mondiale et nous ne lâcherons pas les armes tant que notre objectif ne sera pas accompli. Encore plus d'hommes pour écraser l'ennemi. À son tour, l'Angleterre entre en guerre. Le roi, son oncle et son fils envoient la petite armée britannique vers Calais. Le Kaiser qualifie cette force expéditionnaire de petite armée méprisable. En Turquie, le sultan songe à s'unir à certains États chrétiens pour se battre contre d'autres pays chrétiens. Cette stratégie secrète devient un devoir mahométan. Le 25 août 1914, la ville belge de Louvain est brûlée avec tous ses livres d'or. Quand la ville retrouvera-t-elle ses jolies rues pavées? En Serbie, les obus pilonnent Belgrade. Une armée britannique traverse la Manche pour rejoindre le front. Cette fois-ci, elle établira son camp avec les troupes françaises.
Pour être opérationnels sur le front, les poilus doivent pratiquer sport et discipline. Ils sont aussi formés au maniement des armes. Quand ils embarquent dans les trains pour le front, ils sont joyeux. Ils ne savent pas ce qui les attend. Il faut dire que la désinformation est bien orchestrée. Une fois arrivés, c'est l'attente. Ils posent des barbelés pour se protéger de l'ennemi. Le téléphone est installé dans les tranchées. On construit des ponts, des routes, des voies ferrées pour faire la guerre. Les Australiens ont parcouru des milliers de kilomètres pour rejoindre les rangs britanniques. Le général retraité Paul von Hindenburg est rappelé. Il commandera les troupes allemandes qui affronteront les Russes. Juché sur les dunes de sable de Belgique, l'empereur allemand observe son armée. L'Angleterre se trouve de l'autre côté de la Manche et ses hommes veulent visiter Londres. Les civils français fuient devant l'avancée des unités allemandes et devant les bombardements destructeurs. Les souvenirs des Prussiens de la guerre de 70 sont encore bien présents. Les soldats français s'efforcent de résister à la marée allemande. Certains de ces hommes resteront plusieurs années sur ce front. D'autres y trouveront la mort. Ils luttent avec acharnement pour empêcher la progression allemande. Les stocks ne manquent pas du côté français. L'effort de guerre porte ses fruits. Nos soldats testent toutes les armes, utilisent des tanks. Ils tirent avec des canons de 75 mm, de 120, 140, 155, 270, 320, 340, 370, 400 et même 520 mm. Les hommes marchent sans cesse vers le front, puis une fois dans les tranchées, c'est à nouveau l'attente, l'observation de l'ennemi. On creuse des abris à munitions dans les collines. L'armée du général Gallieni quitte Paris pour rejoindre le front. Et pour la première fois, les hommes partent au combat en taxi. Ce sont les fameux taxis de la Marne qui permettent à la France d'acheminer vers les zones de combat une grande quantité de combattants dans un bref délai. L'Allemagne ne s'attendait pas à cela. Voici les soldats britanniques, les Tommies. Ils s'affairent, s'efforcent d'écarter l'ennemi. Leurs canons sont redoutables. Les Tommies rejoignent le front dès le début de la guerre, mais ils trouveront vite la mort. Ils se battent vaillamment, ils maudissent l'ennemi, ils frappent fort et meurent pour leur roi et leur patrie. La France n'est pas mal pourvue en armement. Elle utilise des canons à longue portée, montés sur trains et voies ferrées, ce qui permet de les déplacer relativement facilement et de compenser également le très fort recul engendré par les tirs. Les Allemands sont stoppés, Paris est sauvé. Quelque temps auparavant, ces hommes, chéris et acclamés dans leur pays, défilaient au pas de loi. Après 4 longues années, l'armée allemande sera finalement défaite. Le roi décore ses vaillants soldats. Les journées se ressemblent, comme les tranchées dans lesquelles les poilus doivent circuler, attendre, vivre. La cigarette procure aussi un peu de réconfort. Elle permet aussi de masquer les terribles odeurs de cadavres en décomposition qui sont enfouis partout sur le front. Encore une alerte au gaz. Il faut attaquer, se faufiler entre les explosions d'obus. La vie du poilu ne vaut pas grand-chose dans ces conditions. Dans les tranchées, ils doivent souvent courir, toujours courbés pour se protéger, puis sortir à découvert pour une fois encore attaquer, appuyé par l'artillerie. Le généralissime Joffre est surnommé Papa Joffre par 2 millions d'hommes. Ces hommes ont capturé quelques prisonniers.
Mon enfant, vous êtes un brave soldat. Le roi d'Angleterre et son fils visitent les champs de bataille. Le président Poincaré et le corps de l'armée française accueillent leurs hôtes. D'autres rois anglais ont déjà foulé le sol de ces champs de bataille. Mais il n'y avait encore jamais eu autant de jeunes hommes sur les lignes de combat. Partout, on installe des bases de ravitaillement qui permettent d'alimenter le front. Toute la journée, on charge et on décharge. Dans toutes les guerres, l'intendance est capitale. Il ne s'agit pas de tomber à court de carburant pour les convois qui transportent des munitions. Sinon, les canons ne pourront plus tirer. Il en est de même pour le ravitaillement des hommes. Les poilus tapis au fond de leurs tranchées ne doivent pas mourir de faim. Ils ont besoin de force pour vaincre l'ennemi. De plus, la nourriture leur apporte un peu de réconfort. Si la guerre est difficile moralement, elle l'est aussi physiquement. Mais beaucoup de poilus sont issus des campagnes et ils ont l'habitude des travaux pénibles. La reine d'Angleterre inspecte un corps infirmier. La princesse Mary Près de Paris, le maréchal Joffre attend son invité, le maréchal britannique Lord Kitchener. Ce sont probablement les dernières images de Lord Kitchener. En effet, il disparaîtra à bord du croiseur Hampshire qui sombrera dans les eaux froides de la mer du Nord. Il neige en cette période de Noël, tandis que les hommes continuent le combat dans les Flandres. Ils se battent pour remporter la victoire et rentrer chez eux. Mais la neige persiste et les poursuit sur les champs de bataille de Flandre. L'Italie, qui s'est d'abord déclarée neutre au début du conflit, entre finalement en guerre aux côtés des Alliés. Le roi Vittorio Emanuele et son cousin, le duc d'Aoste, passent en revue leurs armées. Des trains transportant des armes et des hommes sont acheminés. Du bœuf, du vin et des spaghettis. L'armée prépare ses vivres. Dans l'histoire, de grands conquérants ont traversé les Alpes, Hannibal, César ou encore Napoléon. La chance appartient à ceux qui possèdent la plus lourde artillerie. Au-delà des Alpes se dresse l'infanterie. En Autriche, lors de sa 68e année de règne, l'empereur François-Joseph s'éteint. Son empire ne lui survivra que 2 ans. Charles Ier est couronné empereur d'Autriche et Zita devient impératrice. Le nouvel empereur prend alors un bain de foule. Il salue les enfants qui lui tendent des fleurs, rend visite aux généraux accompagnés de leurs armées, encourage les soldats, salue les religieuses et rencontre finalement les prisonniers italiens. Voici le vaisseau amiral autrichien San Stefan. Il disparaîtra corps et biens et son naufrage sera filmé. La guerre en haute mer.
Le sort des Alliés repose sur les forces navales britanniques, les Dardanelles, le Jutland et la mort dans la mer Adriatique. L'Angleterre dispose d'une puissante force navale toujours prête à sillonner les océans. Située dans l'estuaire du Forth, voici la grande flotte britannique avec ses puissants dreadnoughts et ses vaillants équipages. Le roi se trouve ici présent. L'amiral Jellicoe commande la flotte britannique. L'amiral Beatty commande l'escadrille de croiseurs. L'amiral Sturdy détruira la flotte allemande au large des îles Falkland. L'amiral Rheims, quant à lui, naviguera à bord du premier Seagull. Les navires italiens patrouillent le long des côtes autrichiennes, sillonnant la Méditerranée en éclaireurs pour ouvrir la voie au transport de troupes et de marchandises. Les destroyers dissimulent des transports derrière un écran de fumée, afin de leurrer les nombreux sous-marins ennemis se trouvant dans ces eaux bleues. Le long du littoral autrichien, les Italiens engagent le combat avec la batterie côtière. Pendant ce temps-là, la flotte française rejoint les escadrilles britanniques. Les ordres sont secrets. Seuls les commandants connaissent leur destination, les Dardanelles. Un sous-marin allemand se dirige vers la flotte. Soudain, un périscope apparaît. Le destroyer lance des torpilles. Les canons font feu. Les grenades sous-marines sont larguées et l'ennemi disparaît. Mais le pire reste à venir. Avec leurs pavillons flottants à la cime de leur mât, les forces navales franco-britanniques commencent à bombarder les défenses turques. Le débarquement des troupes franco-britanniques dans les Dardanelles aboutira à un dramatique fiasco. De retour dans la mer du Nord, l'amiral von Scheer, le commandant de la flotte allemande, espère intercepter une escadrille britannique, la détruire et se replier dans sa base. Mais les Britanniques apprennent que la flotte allemande est de sortie. La grande flotte, constituée de 151 navires, est déterminée à emporter la victoire dans la bataille du Jutland. À l'horizon, la flotte allemande de haute mer, placée sous le commandement de l'amiral von Scheer, attend. Les destroyers foncent à toute allure. Des tirs ennemis éclatent. Un navire fait feu pour donner le signal. Un sous-marin est en vue. Encore une fois, les destroyers lancent une attaque. Ils larguent des grenades sous-marines et plusieurs kilos de nitroglycérine. La flotte britannique a subi de lourdes pertes humaines et matérielles, mais elle sort victorieuse de cette bataille. En revanche, la flotte allemande vaincue ne combattra plus. Le roi George V honore les héros de la flotte britannique. Tôt le matin, un petit bateau à moteur italien est de patrouille. Un navire de guerre apparaît à l'horizon. Il s'agit du San Stefan, le vaisseau amiral autrichien. Abasourdis par les explosions, les hommes se rassemblent sur le pont. Ils attendent que le commandant leur donne l'ordre d'abandonner le navire.
Mais l'ordre ne vient pas. Les hommes mourront, mais ils ne quitteront pas le navire. La guerre aérienne. Les pilotes émérites de toutes les nations participent au combat. Guynemer, Richthofen, Bishop, Nagesser, raid de Zeppelin sur Londres. Les pilotes se battent dans les airs avec bravoure. Beaucoup s'écraseront à bord de leur avion en feu. Ces héros de l'aviation fascinent entre autres le roi Albert Ier de Belgique et son épouse la reine Élisabeth. Le couple royal rencontre Nagesser qui a connu de nombreuses victoires aériennes et qui périra lors d'un vol transatlantique. Le pilote emmène le roi Albert à bord de son appareil. Alfonso d'Espagne s'émerveille devant ces étranges guerriers. Le baron von Richthofen, au centre, est connu sous le nom de Baron Rouge en Allemagne. Il a abattu 81 avions. À son tour, il périra bientôt sous les tirs britanniques. Le cirque volant de Richthofen devient la fierté des Allemands. Il vole à haute altitude pour fondre sur ses victimes en faisant feu. Voici le capitaine Guynemer, âgé de 22 ans. Les Français le considèrent comme un chevalier volant. Il vise parfaitement ses cibles et comptabilise 53 avions allemands à son tableau de chasse. Quentin Roosevelt, quant à lui, perd sa première bataille. Il périra rapidement à bord de son avion. D'Annunzio, le poète italien, largue au-dessus de l'Autriche des tracts appelant à la paix. Nombreux sont alors les héros de l'aviation. Bishop, Bölke, Immelmann, Rickenbacker. Les armées disposent de ballons d'observation et d'avions spécialisés dans la chasse de ces ballons. Le pilote américain, Frank Luke, est l'un des plus illustres chasseurs de ballons d'observation. En effet, ces engins sont des outils précieux pour l'armée, puisqu'ils permettent d'observer les positions de l'artillerie et le mouvement des troupes. Difficilement manœuvrables et dissimulables, les ballons d'observation représentent des proies faciles pour les pilotes. Au sol, les hommes se dépêchent de redescendre le ballon. Les mitrailleuses des défenses antiaériennes tentent de dissuader l'ennemi. Mais il est obstiné, imprudent. Il est chargé d'abattre le ballon. Il obéira à ses ordres. Il mitraille sa cible avec acharnement. Mais il perd le contrôle de son appareil, puis s'écrase. Le lendemain, ses camarades le vengeront. Calciné. Les Italiens larguent des obus au-dessus de l'Autriche. Les avions bombardent les tranchées ennemies. Les combats aériens se poursuivent. Un chasseur de ballons d'observation, seul avec sa proie, sous les yeux de millions de soldats. Les Allemands envisagent de bombarder Londres afin d'inquiéter la population. Un énorme Zeppelin quitte sa base pour un raid nocturne. La ville apparaîtra sans défense sous ce gigantesque œil de lynx. Le dirigeable traverse la mer du Nord en direction de Londres, où il arrivera à minuit.
Et voici un Zeppelin, abattu au-dessus de la mer du Nord. La guerre sous-marine. Après avoir décidé de mener une guerre sous-marine restreinte, l'Allemagne déclare finalement la guerre sous-marine à outrance, précipitant ainsi les États-Unis dans le conflit. Avec l'enlisement du conflit, le commandement allemand décide de priver les Anglais d'approvisionnement. Les sous-marins mèneront une guerre illimitée. Ils attaqueront tous les navires marchands de l'armée britannique. À bord de ces sous-marins se trouvent des caméras. Elles filmeront ces attaques. Voici leur première victime. L'ordre est donné. Le navire effectue son dernier voyage. De nombreux sous-marins entrent en action. Des milliers de tonnes de marchandises sont détruites chaque semaine. Le registre des navires est mis à jour quotidiennement afin de recenser les navires qui ont disparu de la surface de la mer et les victimes de ces naufrages. Les navires et les canots de sauvetage vont alors secourir les capitaines et leurs membres d'équipage. Avec fourberie, le commandant du sous-marin allemand envoie un SOS. Immergé, il attend le navire de sauvetage et le gratifie d'une torpille à son arrivée. Ces hommes ne peuvent plus prendre de prisonniers à bord. Les places sont limitées. Les navires doivent économiser leurs moyens de défense et employer avec parcimonie les grenades sous-marines et les obus. En attendant de se ravitailler en munitions, les Britanniques doivent utiliser chaque obus à bon escient. Aucun navire n'est épargné, même les grands voiliers, survivants d'une autre époque. Un équipage reçoit l'ordre d'entrer en action. Pour économiser les munitions, une seule bombe fera l'affaire. Le voilier sombre et rejoint les abîmes. Un autre navire est repéré. Il faut d'abord l'observer. Est-ce un piège? Non. Attendez. « 5 degrés à tribord. Attendez le signal pour lancer les torpilles. Allez-y. » Regardez ça. Avez-vous eu le temps de voir son nom? Ces marins ne sont pas inoffensifs. Les apparences sont trompeuses. Ils attendront sans défense jusqu'à ce qu'un sous-marin allemand remonte à la surface. Les canons sont alors dégagés pour faire feu, et le U-boat est détruit. Un autre navire britannique, un Q-ship, piège un sous-marin, et tout l'équipage se rend. Après le succès de cette opération, le commandant du navire sera probablement honoré de la croix de Victoria. Mais les submersibles sont nombreux à sillonner les fonds marins, à l'affût des navires, et les naufrages continuent. Le bateau piégé va recevoir des torpilles à bout portant. Un autre navire sombre. Puis un autre. Même les navires transportant des passagers ne sont pas épargnés. Wilson met en garde l'Allemagne. L'entrée en guerre est imminente. À Washington, le président Wilson lance un avertissement à l'Allemagne. Puisque la guerre sous-marine continue, les États-Unis vont se joindre aux Alliés. Pershing est nommé général de brigade. Il arrive en Angleterre à bord du Baltique, puis se rend en France.
À Paris, il visite les Invalides où repose Napoléon. Voici le secrétaire à la marine, Josephus Daniels, et le secrétaire assistant. L'amiral Sims commande les forces navales américaines en Europe. La grande flotte britannique, quant à elle, se trouve à Scapa Flow. Le cuirassé New York conduit les Dreadnoughts dans l'estuaire du Forth. Les deux flottes sont réunies. Une nouvelle combinaison de forces navales voit le jour. L'amiral Beatty monte à bord du vaisseau amiral. Et l'amiral Rothman salue l'équipage. Le roi George V et le prince de Galles visitent le cuirassé New York. En arrière-plan, les patrouilles britanniques partent pour la mer du Nord. Un quintet d'honneur se trouve sur le vaisseau amiral. De gauche à droite, l'amiral Beatty, l'amiral Rothman, le roi, l'amiral Sims et le prince de Galles. Les États-Unis déploient toute leur puissance pour entrer en guerre. Une armée de 2 millions d'hommes est envoyée en France pour soutenir la cause alliée. L'Amérique est mobilisée. À New York, les premiers volontaires sont acclamés sur la 5e avenue. Sur les embarcadères, de jeunes soldats montent à bord des transports. Ils sont des milliers et des millions d'autres leur emboîteront le pas. Les Allemands n'ont qu'à bien se tenir. Les ponts sont bondés de soldats impudents en route pour les champs de bataille français. La première vague américaine. Le président appelle les Américains sous les drapeaux. À Washington, les Américains ont recours au tirage au sort pour mobiliser des millions d'hommes. Voici la loterie du contingent. Le président Wilson tire le premier numéro. Le vice-président Marshall tire le second. Il reste encore 5 millions de noms à tirer au sort et la seconde vague américaine part pour l'Europe. Les transports bondés de troupes fraîches quittent le port. Escortés par les croiseurs et les destroyers, ils sont parés pour affronter les attaques sous-marines. À bord, il y a des membres de la Croix-Rouge. En bas, ceux qui le souhaitent peuvent se restaurer. Un petit chiot fait également partie du voyage. Les navires doivent prendre garde aux sous-marins. L'équipage est en état d'alerte, prêt à l'attaque. Une torpille se dirige droit sur le transport. Les canons des destroyers ripostent. Des grenades sous-marines sont larguées et des canons spécialement conçus pour cette guerre sous-marine lancent des charges de TNT. Mais le commandant du submersible rate sa cible et les transports poursuivent leur long voyage à travers l'océan Atlantique houleux. Le 8 juin 1917, les premières troupes américaines débarquent en France, au grand étonnement des Allemands. Les Yankees se mettent en route pour Paris. Enfin, les voilà arrivés. Ils sont acclamés par un peuple français en liesse. Les fleurs pleuvent. À Londres, pour la première fois de l'histoire, les soldats américains défilent dans les rues. Depuis le balcon, l'ambassadeur Walter Hines Page et l'amiral Sims regardent le défilé. 2 nations anglophones sont réunies. Au palais de Buckingham, les troupes sont reçues par le roi, la reine-mère et Lord French. Voici la reine-mère, veuve du roi Édouard, et Lloyd George. L'effondrement de la Russie, la dernière apparition du tsar et sa famille, puis la révolution suivie du régime de Lénine et de Trotsky.
À Moscou, le Kremlin symbolise le cœur de la Russie. Celui qui le détient possède une emprise sur le peuple russe. En 1917, c'est le tsar Nicolas II qui gouverne le pays. Voici les dernières images de cet homme malheureux et de sa famille. À ses côtés se tient son fils, Alexeï, héritier du trône. Derrière lui, ses 4 filles, et dans le fond, son épouse, la tsarine. La famille passe en revue un régiment cosaque devant le palais pour la dernière fois. Le petit tsarevitch, invalide, est atteint d'une maladie incurable. Mais ses souffrances seront bientôt terminées. L'armée du tsar poursuit les combats. Ces Cosaques ont parcouru des milliers de kilomètres à pied à travers les plaines. Dans leur rang se trouvent les meilleurs soldats d'Europe, mais ils périront par milliers dans les tranchées russes. Dans les villages, derrière les lignes de combat, le peuple meurt de faim. La révolution se prépare. Des soldats blessés rentrent du front et se demandent pourquoi ils devraient continuer à se battre. Sur le front, les troupes commencent à se mutiner. L'armée cesse les combats. Les hommes sont décidés à rentrer chez eux et à se partager la terre et à tuer ceux qui se trouvent sur leur passage. À Moscou, Kerensky dirige le nouveau gouvernement qui ne durera que 6 mois. Puis viennent les 10 jours qui feront trembler le monde. Les masses populaires prennent leur destin en main avec des fusils, des baïonnettes et des mitrailleuses. Des manifestations sont organisées. Sur ces bannières, on peut lire « Rejoignez les bolcheviks, les nouveaux héros sont ici ». Ces héros anonymes défilent dans les rues. La dynastie des Romanov, vieille de 300 ans, prend fin. L'empire est bafoué. Trotsky organise les troupes et l'armée rouge voit le jour. Le commandant Trotsky passe ses troupes en revue. Au cours de l'hiver, une grande famine frappe la Russie. Malgré les repas fournis par la Croix-Rouge américaine, des millions de personnes continuent à mourir de faim. À Moscou, le Kremlin est recouvert de neige. Derrière ces murs se trouve Lénine, qui dirige à présent le nouveau gouvernement soviétique. Son épouse avait prévu la révolution. Lénine, le voyant, le prophète incorruptible, le père du bolchevisme. De retour en France, le prince de Galles attend sa mère. La reine Mary d'Angleterre visite le front pour la première fois. Elle est accompagnée par le roi. Dans les quartiers généraux britanniques, le roi Albert et la reine Élisabeth de Belgique les rencontrent. Puis, sur les dunes voisines, le roi George V décore les héros de la guerre. Parmi lesquels de vaillants soldats belges. La petite princesse belge, Marie-Josée, épousera le prince héritier italien. Cet homme gouvernera la Belgique. Le roi George V et Sir Douglas Haig vont s'entretenir avec le président français, le maréchal Joffre et le général Foch. « Non, ma petite, il est là. Je suis Joffre, monsieur le président. » Ah, merci beaucoup. Tu es très gentil. Ces grands hommes discuteront du commandement commun des forces alliées. Pour la première fois, le roi apparaît décontracté devant la caméra. Herbert Hoover est chargé de l'assistance américaine alimentaire en Belgique. Il déjeune avec André Tardieu. 10 ans plus tard, il sera élu président des États-Unis. À Bruxelles, nous retrouvons le cardinal Mercier. Le roi Ferdinand de Roumanie passe en revue ses dernières brigades. Von Mackensen détruira cette petite armée près de Bucarest. Voici la reine Marie de Roumanie et sa fille, la princesse Eliana. Le roi Alexandre envoie son armée contre les Bulgares. Le duc de Konov, fils de la reine Victoria, dirige la mission britannique à Salonique. Venizelos, le patriote grec. L'hiver 1917, à la période de Noël,
les Britanniques prennent Jérusalem. Le général Allenby, illustre chef de cavalerie, pénètre sur la Terre Sainte. À Bethléem, il visite l'église de la Nativité. Jérusalem capitule. Le nom du général Allenby restera gravé dans l'histoire. En Allemagne, Hindenburg, qui a écrasé le pouvoir russe, est nommé commandant en chef de l'armée allemande. Ludendorff, intendant général de l'armée de première classe, l'accompagne pour conférer avec le Kaiser. Le commandant en chef fait les présentations, puis rend visite aux blessés. Voici ses anciens camarades. Ensemble, 50 ans auparavant, ils ont vaincu la France. Dans ces quartiers généraux, le jour de son 71e anniversaire, le maréchal reçoit la visite de son empereur. 1918, Foch, généralissime des armées alliées de Haig, Pétain, Pershing et Diaz, prépare l'offensive finale contre le Kaiser. Lors de la conférence de Doullens, Ferdinand Foch est nommé généralissime des forces alliées. Ses troupes s'opposeront aux troupes allemandes sur le front français et le front italien. Le maréchal Joffre est le commandant américain. Le roi Vittorio Emanuele et le général Diaz, le commandant italien. Le maréchal Sir Douglas Haig et Pétain, commandant de l'armée française. Et le vieux tigre, Clémenceau, déterminé à emporter la victoire. Le secrétaire de guerre américain, Newton Baker. Le général Bliss est le représentant américain au Conseil de guerre suprême des forces alliées. Le général Bullard commande la première armée américaine. Le général DeJoun commande la marine marchande. Et désormais, le dernier acte de la guerre est prêt à se dérouler. Voici le chef de guerre suprême et son héritier. Hindenburg, le commandant en chef, et Ludendorff, le stratège. Après avoir détruit les troupes russes et affronté la 3e division, l'Allemagne planifie d'écraser les forces britanniques sur un front de 80 km, puis elle s'attaquera aux Français. Les Britanniques savent que l'heure est grave. Les routes et les ponts sont prêts pour permettre l'acheminement de la réserve. Maintenir leur position à tout prix, telle est l'intention des Britanniques qui doivent empêcher les Allemands de progresser. Foch, le généralissime des forces alliées, sait que l'armée britannique aura besoin de renforts. Il décide alors d'envoyer ses réservistes. Le général Pershing s'adresse à ses hommes. Pour l'instant, ils sont relativement calmes, mais eux aussi résisteront et trouveront la mort à Château-Thierry, Soissons et Saint-Mihiel. L'offensive générale se prépare. Dans un village déchiré par la guerre, le jeune Tony Rosebell regarde passer les troupes. L'armée italienne, quant à elle, attaquera les Autrichiens et détruira leur armée le long de la rivière Piave. 300 000 hommes seront faits prisonniers lors de cette grande bataille. Pour riposter à la terrible offensive allemande contre les ports de la Manche, Foch ordonne une contre-attaque générale sur tous les fronts. De nombreuses missions s'organisent sur les champs de bataille. Plus de 50 millions d'hommes s'affrontent. Finalement, les armées des puissances centrales sont écrasées.
Les poilus blessés doivent souvent ramper, se traîner dans les tranchées jusqu'au point de secours. Beaucoup n'y parviennent même pas et meurent sur place. Ceux qui sont pris en charge sont évacués par train hôpital, puis soignés dans les hôpitaux. Une fois rétablis, ils repartent au front. Les poilus repartent à l'attaque, accompagnés comme toujours par l'artillerie qui tire des tonnes d'obus. La terre est labourée. Puis c'est à nouveau l'attente, tapis dans la tranchée. Ils y passent des jours et des nuits. Ensuite, toujours courir vers l'ennemi, à découvert, sauter de trou en trou. Sur le front, les infirmiers soignent leurs camarades, autant que faire se peut, puis les évacuent vers les hôpitaux. Ils assistent à de véritables scènes de boucherie, dans lesquelles on ne compte plus les amputations. Sur le front, les combattants attendaient cet instant, montre en main. Ceux qui s'observaient et se tiraient dessus depuis des années se serrent la main. Quel gâchis humain, quel gâchis d'énergie, tant de morts et de destruction pour en arriver là. Le 11 novembre, à 11 heures, les hostilités cessent. Fini la guerre, fini la haine et la mort. Les poilus rentrent du front par voie ferrée. Elles sont chaleureusement accueillies dans les gares, partout en France. À Paris, comme dans toutes les grandes capitales des pays alliés de la France, les populations se précipitent dans les rues et laissent éclater leur joie. On chante la Marseillaise, on danse, on s'embrasse. La ville est noire de monde. Les poilus revenus du front parce qu'ils étaient blessés et estropiés sont traités en héros. Ils sont à l'honneur, on les accompagne, on leur offre des fleurs. Oui, si cette guerre est terminée et gagnée, c'est grâce à leur sacrifice. À présent, la page se tourne et une nouvelle génération voit le jour.